Okay, here we go again. We have Costa Gavras with us, one of the most respected and mostly political filmmakers of our time. And he will be given an award tonight, which is undoubtedly deserved. He has been making very, very interesting, provocative, controversial films for several decades now. And I think that most of you will have had a chance to discover some of his older work that was the foundation, provided the foundation of his very, very respected reputation, his renown nowadays, and to see the development that he has gone through as a filmmaker. Costa Gavras has worked in Europe, he has worked in Hollywood. We will certainly want to talk about those things. And I propose that we will start out with a few sort of general questions about his development as a filmmaker, and then focus on specific films as we go along. The principle is that we will ask questions in English, and Costa Gavras will answer in French. So those who don't understand French, please get those headphones ready, and you will hear what he has to say. To start off, you were born in Greece at a very difficult time, and you left Greece fairly early on. You moved to France. You studied at the Sorbonne for a while, but when and how did you know that you wanted to become a filmmaker? First of all, good afternoon. En français, si. Thank you for accepting me to speak in French. I feel much more comfortable speaking in French than in English. Alors, donc bonjour, et je suis content et un peu ému de voir vous tous ici, et surtout qu'on m'a dit que vous êtes des collègues, des cinéastes, vous faites des films, et c'est encore plus difficile de pouvoir être à la hauteur peut-être de vos demandes. Alors, la question, quand est-ce que vous savez, moi je vivais dans un pays où il y avait beaucoup de censure quand j'étais jeune. Et on ne voyait que des films d'action, des films, je dirais pour simplifier, des films avec Esther Williams, ça ne vous dit peut-être rien du tout, c'était une grande star, et Rudolph Scott. Esther Williams jouait des belles dames qui nageaient très très bien dans des belles piscines avec des très belles voitures, etc. Et Rudolph Scott faisait des westerns où il gagnait toujours, le bon triomphait toujours sur le mal. Et je suis venu à Paris pour faire des études J'avais envie d'écrire, pour vous dire la vérité, et je me disais le meilleur endroit pour apprendre cela, c'était la Sorbonne. Et je me suis inscrit à la Sorbonne, j'ai commencé à faire une licence de lettres. Et puis, avec des amis, nous sommes allés au cinéma, et notamment, un soir, ils m'ont amené à la Cinémathèque. Je raconte toujours cette histoire. Cinémathèque française qui n'était pas loin à l'époque de la Sorbonne, était à la rue d'Ulm. Et j'ai vu Greed de Erich von Stroheim. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'au cinéma, on pouvait faire des tragédies. On pouvait faire des films avec des personnages qui durent très très longtemps, c'est-à-dire 2h30. Et puis, il n'y a pas d'action particulière. Et puis, à la fin, ça n'est pas un happy end. Ils ne se marient pas à la fin, ils ne partent pas en vacances avec une belle voiture. Non, ils se meurent dans un désert épouvantable. C'était une tragédie. Et je trouvais ça absolument extraordinaire. C'était pour moi une découverte que le cinéma avait ses œuvres classiques comme le théâtre avait les siens. Et je me suis intéressé et j'ai appris qu'il y avait une école de cinéma. Et j'ai pratiquement abandonné la Sorbonne. J'étais voir le directeur de l'école. Et je dis, voilà, je voulais faire des études cinématographiques. Je viens d'une licence de lettres. Et voilà. Il était assez surpris parce qu'il me dit, ah, moi, quand on fait une licence de lettres, le cinéma, c'est pas un art. Enfin, on parlait d'une manière. Lui-même, il était licencié à lettres. Même, il était docteur à lettres, je crois. Et bon, enfin, il m'a dit, bon, vous pouvez venir à l'école. J'ai eu la chance de ne pas pouvoir passer le concours. Il y avait un concours très dur pour aller à l'IDEC à l'époque. Je passais un semi-concours. Et pour la petite histoire, je vous dis, me dit, on va vous demander sur le théâtre grec. Et j'avais découvert que nous, Grecs, on ne connaissait rien sur le théâtre grec parce qu'on n'apprenait pas à l'école. Il a fallu qu'un peu de jours, je lise presque toutes les tragédies pour être capable de répondre. Voilà.
Et j'ai fait l'IDEC, c'était pour moi une découverte formidable, faisant l'IDEC. Et la meilleure découverte, c'était à la fin de l'IDEC, l'école m'a envoyé faire un stage, un film qui se faisait, un film de Yves Allégret. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai lu que vous avez beaucoup appris à cette école, mais évidemment, ce n'est pas vraiment le cinéma qui s'apprend là, c'est plutôt la technique. Non, à l'école, on n'apprend ni le talent, ni le cinéma. On apprend la technique, on apprend les caméras, on apprend le montage, on voit comment le son, on voit ma première expérience d'école, c'était le professeur qui était un chef opérateur, a ouvert une caisse d'objectifs. Je raconte cette histoire-là parce que vous êtes des professionnels, donc vous comprenez mieux. Et on était tous là à regarder cette chose magique qui était les objectifs. Et la caméra était à côté, et il m'a dit, vous, Gavras, vous allez prendre le 50, vous le mettre sur la caméra. Et je regardais comme ça, comment j'allais reconnaître le 50 ? Et après un moment, il y avait beaucoup d'humour. Ce professeur, il était chef opérateur, il travaillait beaucoup avec de grands metteurs en scène à l'époque, il s'appelait Cloquet, Guylaine Cloquet. Et au bout d'un moment, il m'a dit, voilà, il est là, c'est un cri dessus, c'est un 50. Voilà. Mais la période de l'école, c'était peut-être la période où j'aimais les études, j'aimais apprendre le cinéma, j'aimais découvrir le cinéma, apprendre à analyser, voir les films, comprendre ce qu'il y a derrière les images. C'était une époque formidable. Et la cinémathèque m'a beaucoup aidé à cela, parce qu'à l'école, on passait quelques films, à la cinémathèque, on en passait beaucoup. 2 ou 3 films par jour, et c'était vraiment une découverte formidable. Et vous avez justement fait ce stage, vous avez aussi travaillé comme assistant de René Clair, c'est ça? C'est ça. Après ce stage, le premier assistant, c'était Claude Pinoteau, qui était premier assistant. Et il m'a dit, tu veux être mon second assistant, je fais d'autres films. Et je suis devenu son second assistant pendant 1 ou 2 films. Et un d'entre eux, c'était René Clair. René Clair, j'avais une chance formidable parce que René Clair travaillait avec un assistant à côté de lui qui tenait le scénario. René Clair ne tenait jamais, si je puis dire, le scénario et les viseurs. À l'époque, on utilisait beaucoup les viseurs. Donc c'était cet assistant. Et donc j'étais en permanence à côté du metteur en scène qui avait commencé à l'époque du muet et qui était passé au parlant. Enfin, il avait fait toute l'histoire du cinéma. Et j'ai eu la chance de lui poser beaucoup de questions et j'ai appris beaucoup de choses par René. Par la suite, on est devenus amis et je l'ai vu très souvent après, quand je suis devenu moi-même metteur en scène. Et ça, c'était vraiment une grande chance. Et après, je travaillais avec d'autres metteurs en scène, comme deuxième assistant encore 1 ou 2 fois, et puis après comme premier pour plusieurs films. Et alors, pour comprendre, en France, le premier assistant, je ne sais pas ici, mais en France, le premier assistant, c'est un peu la main, pas droite, mais à gauche du metteur en scène. C'est-à-dire, on faisait le casting. Aujourd'hui, ça a changé. C'est des casting directors, comme on dit, en bon français. Et il y a et puis, on faisait le repérage des lieux, etc. Et on en prenait évidemment beaucoup. Et ça a été vraiment une période très intéressante, jusqu'au jour où je suis tombé sur... Et j'ai eu la chance, pour vous dire ça aussi, je travaillais avec Jacques Demy, qui était quelqu'un qui sortait de la nouvelle vague, enfin, qui faisait des films de la nouvelle vague. Et j'ai pu voir la différence entre ce que faisait René Clair et ce que faisait Jacques Demy. Et je saute un peu en avant pour voir la différence. Quand j'ai fait mon premier film qui était une sorte de polar, j'avais fait des très gros plans dans les yeux. Or, pendant qu'on tournait avec René Clair, un jour il m'a dit, aujourd'hui tous les jeunes font des gros plans à tort et à travers. Il m'avait dit, viens, aujourd'hui on va faire le plus gros plan. Les plus gros plans pour René Clair, c'était ça. C'était Annie Fratellini et Bourvil. Et quand il est venu, je l'avais invité à voir mon film, et il a vu des plans comme ça, il était à côté de moi, il me donnait des coups de poing comme ça, il m'a dit, tu es fou de faire ça. Si cet écran énorme, en plus c'était un scope, et noir et blanc, et c'était pas la façon de travailler de Jacques Demy. Voilà, vous voyez, j'ai eu la chance de faire le parcours du passage d'une période du cinéma à une autre période du cinéma. Aujourd'hui, vous êtes à une autre période du cinéma, c'est tout à fait autre chose, on peut en parler si vous voulez. Alors, dans ce cas, vous aviez
tout à coup deux styles différents, deux modèles différents. Comment avez-vous choisi ou développé votre propre style? Oui, parce que je travaille aussi avec Henri Verneuil, qui est tout à fait autre chose. On ne choisit pas, vous savez. On ne dit pas, je vais prendre ce style. Je pense que on fait du cinéma avec ce qu'on ressent, avec votre propre passion. Évidemment, on peut dire qu'il y a l'orthographe ou la syntaxe de plan par plan, pourquoi on fait ce plan-là, pourquoi on fait un gros plan, un plan large, etc. Ou un travelling, ou un mouvement de grue. Et je pense que ça, on ne choisit pas. On réagit par rapport à ce dont on a envie de raconter. Et quand on a l'histoire, d'abord quand on écrit l'histoire, personnellement, je pense que le montage du film, on parle beaucoup de montage, le montage du film se fait déjà quand on écrit le scénario. Quand on fait une séquence, une autre séquence, comment la séquence se lie l'une par rapport à l'autre, etc. À mon avis, il faut... Enfin, moi, je l'entrevois déjà à l'écriture du scénario. Évidemment, au tournage, ça change, forcément, parce que la réalité du tournage est tout à fait différente. Il y a les imprévus. Les imprévus sont les acteurs d'abord, qui viennent avec le caractère, ensuite les techniciens, et ensuite le lieu qu'on a choisi, qui se présente, chacun a son caractère. Donc il faut tourner par rapport à de cela, faire les choix de découpage par rapport à cela, et arriver au montage. Naturellement, on arrive au montage avec le matériel qu'on a fait pendant le tournage. Et si on n'a pas du matériel de montage, on ne peut pas monter le film. Donc le film s'est fait déjà, à mon avis, au scénario, ensuite au tournage, et finalement, on l'écrit définitivement au montage. Vous avez commencé, comme vous avez dit, avec un polar, en fait, Compartiment tueur, c'est ça? Et évidemment, on pense souvent que votre premier film, c'était Z. Alors, c'était peut-être votre premier film personnel ou... Moi, je dirais que ça, c'est L'homme de trop. C'est lui qui est entre Compartiment tueur. Okay. Et Compartiment tueur, pourquoi un polar? Vous savez, j'étais entre deux films. J'étais assistant de Clément, et Clément m'a dit, dans 3 mois, je fais un autre film. Je voulais que vous le fassiez. Alors, je n'avais rien à faire pendant les 2 mois. Je lisais, je suis tombé sur un polar, sur un livre qui m'a fasciné, parce que c'était un très beau polar, d'un très bon auteur, Jacques Prisot. Et comme exercice, je l'ai adopté. Parce que je voyais la ligne qu'il fallait suivre et qui n'était pas dans le film. Et je l'ai donné, et j'écris à la main, toujours d'ailleurs. Et je l'ai donné à une secrétaire du studio de le taper pour moi. Et elle l'a tapé, elle a corrigé les fautes d'orthographe, et elle a aimé, et l'a donné au directeur du studio de Boulogne, lequel m'a envoyé un... À l'époque, il y avait Télégramme. Un Télégramme, en arrivant, il allait à Rome, il m'a dit, Télégramme, je voudrais vous voir au mon retour, parce que je trouve votre scénario très bien, et je souhaiterais qu'on discute de ça, mise en production. J'étais très surpris, j'étais allé voir, et je lui dis, vous savez, je n'ai pas les droits, j'ai fait ça comme un exercice. Il pensait que j'étais un peu fou, mais enfin bon, il a dit, on va essayer de faire ça, et c'est parti comme ça. Et c'est vrai que c'est un polar qui avait une technique un peu particulière, parce que c'était d'abord un scope, un noir et blanc. À l'époque, on n'utilisait pas beaucoup les scopes. Et aussi, mais les noirs et blancs, c'était la normalité. Les metteurs en scène qui faisaient le premier film en couleur, c'était des grands metteurs en scène. On les montrait du doigt. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, comment ça s'est produit? Vous avez travaillé à l'époque avec Jorge Semprún, qui a écrit le scénario, qui était un auteur assez connu. Comment tout ça s'est développé? Et ça parlait quand même de votre patrie que vous aviez quittée, qui était dans un état plutôt terrible. Le Z, c'est probablement un film tout à fait particulier, parce qu'il s'est fait dans un mouvement de passion et de, je dirais même de haine presque pour le colonel qui venait de prendre le pouvoir en Grèce. Et tous les Grecs de Paris et de l'étranger se réunissaient pour faire quelque chose. Et moi, ces réunions-là ne me passionnaient pas beaucoup, parce que je ne voyais pas à quoi ça pouvait aboutir. Mais j'avais entre les mains ce livre que mon frère m'avait envoyé, parce que l'auteur, c'était un ami à lui. Et je dis, on peut peut-être faire un film avec cela. Et je vis que c'était très facile à adapter. J'en ai parlé à Semprún, qui était un vieil ami, je l'avais rencontré chez les Montants.
Et je lui en ai parlé, il me dit qu'il connaissait l'histoire, qu'on pouvait faire le film. Et les artistes associés avec qui qui avaient financé mon film précédent, L'Homme des Trous, voulaient faire un autre film avec moi, malgré l'échec du film. Et j'ai vu le patron et je lui ai dit, voilà, on veut faire ce film. Il m'a fait raconter l'histoire parce que le livre n'était pas encore traduit en français. Il m'a dit, mais tu es fou, ce film ne marchera jamais. Mais enfin, si tu veux le faire, moi, je te donne un peu d'argent pour le scénariste, pas pour toi, pour le scénariste, Saint-Proul, et on verra. On a fait vite le scénario avec Georges, et quand je l'ai donné aux artistes associés, M. Lepère, qui était aussi un ami, m'a dit, Costa, ne fais pas ce film parce que c'est la catastrophe, personne ne le voudra. D'abord, il m'a dit, si on le fait, nous, on sera interdit en Grèce comme compagnie, etc. Et ça fait tout un discours. Et il est vrai aussi que tous les autres producteurs, alors je l'avais fait donner à lire à des acteurs, comme Montand, Trintignant, Piccoli, enfin beaucoup des acteurs qui avaient accepté de le faire. Et avec la liste d'acteurs, j'allais trouver les producteurs et les distributeurs qui refusaient. Il y en a même très célèbre, Dorfman, qui m'a dit, Costa, avec vous, je fais les bottins du cinéma, mais pas ce film, parce que voilà. Et plus on nous disait ça, plus les acteurs et moi-même on disait il faut le faire, ce film, il faut le faire. C'était cette espèce de passion de jeunesse. Et on a fini par le faire parce que Jacques Perrin, oui non, c'est passé comme ceci. J'ai appelé Jacques Perrin un jour, désespéré, lui dire Jacques, on ne peut pas faire ce film, il n'y a pas d'argent, les Italiens ne veulent pas qu'on le fasse dans une ville italienne, etc., etc. Il m'a dit est-ce que tu connais l'Algérie? On peut peut-être le faire en Algérie. Il avait des amis en Algérie. Je lui ai dit non, nous sommes allés en Algérie, j'ai vu Alger, j'ai dit on peut le tourner ici. Et les Algériens ils disent oui, ça nous intéresse, mais on ne vous donne pas de l'argent, on vous donne toutes les facilités pour tourner ici. Et nous avons fait le film tous, les acteurs, moi-même, tout le monde, pratiquement un peu Jacques Perrin, sans être payé comme ça. Et on a fait le film, et ça a été une surprise. D'abord, le film est sorti, le premier jour, personne n'allait le voir. Une semaine, personne. C'est la catastrophe. On était tous catastrophés, et sauf les distributeurs, qui s'appelait Hercule Mukeli, qui était corse, qui disait « Ne vous inquiétez pas, attendez. » C'est vrai, il avait raison. La deuxième semaine a commencé à monter. Ça a duré 44 semaines. Et le film a fait les tours du monde. Et chose curieuse, les gens applaudissaient en sortant à toutes les séances. Et c'était un succès absolument... C'est un miracle du cinéma, en fait, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut programmer, ce n'est pas des choses qu'on peut même, je dirais, rêver. Ça arrive parfois dans le cinéma. Et si ça marchait, je crois qu'on l'a fait parce qu'on l'a fait tous avec passion, avec une grande passion. On a une question là-bas. Why did nobody want to produce it? Parce qu'il disait il n'y a pas d'acteur principal. Il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Je me souviens, je suis allé au bureau de Zanuck, qui est un grand producteur américain qui produisait à Paris, mais il y avait son représentant qui était à Paris. Dans son bureau, juste derrière lui, il avait une grande affiche avec un film qu'ils étaient en train de produire sur Fidel Castro et Che Guevara. Fidel Castro était joué par Jack Palance, Che Guevara par Omar Sharif. C'est des gros stars. Et il m'a dit exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a trop d'acteurs, trop de personnages, personne n'arrivera à suivre tous ces personnages. Il me dit, vous dites que Montand joue ce rôle, mais Montand a un tout petit rôle. C'est vrai que Montand dans le film, sur un film qui fait 2 heures, 2h05, Montand est à peine à 12 minutes, plus ses photos. Donc c'était essentiellement la raison. Et l'idée aussi qu'il s'agissait d'un député grec assassiné par on ne sait pas qui, et qui ça pouvait intéresser. Voilà. Il faut dire aussi que le film, historiquement, est tombé au même moment. Nous, on l'a fait avant les événements de 68, mais le film est sorti après les événements de 68. C'est-à-dire on l'a écrit avant les événements de 68. Pendant les événements, il y a eu grève, donc on n'a pas tourné, on a tourné juste après. Donc je pense que le moment historique aussi a joué son rôle pour cette espèce de succès énorme du film. Voilà. Alors, comment vous avez collaboré avec Semprin?
sur le scénario. Georges n'avait pas fait des scénarios avant. Donc il n'avait pas d'expérience cinématographique. Semprenne, sur le plan, disons, du travail, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Donc là, il y avait une urgence. Et on a décidé d'aller à la maison de campagne d'un ami. Et on s'est enfermé pendant 6 semaines. Et on écrivait, c'est-à-dire on discutait beaucoup. Je lui faisais une ligne comme ça, il la écrivait, il la mettait en forme, et puis on retravaillait là-dessus. Voilà. Mais on avait le livre comme base, n'est-ce pas? Donc c'était relativement plus facile. Et cette espèce d'isolement a fait qu'on était complètement enfermé avec le scénario. La seule sortie qu'on faisait, c'était pour aller déjeuner, boire un café et jouer au flipper. On jouait beaucoup au flipper. Et on a fait le scénario très très vite. Mais c'était pratiquement, à mon avis, la seule façon de le faire, sentir l'urgence, plus isolement. Enfin, ça dépend des scénaristes, n'est-ce pas? Après, je travaillais avec d'autres scénaristes, c'était une autre façon de travailler. Donc, je pense que un metteur en scène s'adapte au caractère, à la psychologie du scénariste, du co-scénariste. C'est que je n'accepte pas les Américains font beaucoup. On travaille avec le scénariste pendant 2 jours ou 2 semaines, et le scénariste dit au revoir, je reviens dans 2 mois avec le scénario. Ça, je dis toujours, il n'y en a pas question. Il faut travailler ensemble en permanence, parce que sinon, 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il faut reprendre des choses, rediscuter, etc. Et ça perd toute ça. Le scénario, c'est une passion, je trouve. C'est une passion, et ça doit être comme on raconte une histoire. Il faut suivre, il faut que chacun donne sa meilleure façon, etc. Enfin, c'est une chose très personnelle. En Amérique, tout le monde travaille comme cela. En France aussi, beaucoup aussi, d'ailleurs. Mais je pense que je ne travaillerai jamais comme ça. Mais alors, dans ce cas, aux États-Unis, vous avez aussi travaillé avec des auteurs comme Joe Eszterhas, comme ça, avec cette espèce de... Le Missing, le premier film que j'ai fait aux États-Unis, c'était un peu particulier, parce que depuis plusieurs années, il m'avait envoyé, après le succès des aides, il m'a envoyé des scénarios, mais j'ai toujours refusé d'aller travailler à Hollywood, pour des raisons, si vous voulez, on peut en parler, mais ça n'est pas tellement important, c'était très personnel. Alors, quand ils m'ont envoyé le livre et les scénarios qu'ils avaient déjà fait sur Missing, j'ai lu l'un et l'autre, et j'ai appelé les producteurs, Eddie Lewis, et je lui ai dit, écoutez, moi, le scénario ne m'intéresse pas, parce que c'est une histoire je n'ai pas envie de raconter. Un Américain la raconterait mieux que moi. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les 70, 80 pages, dernières pages du livre. Voilà, c'est la partie du drame de la famille américaine Horman, où le père part au Chili, chercher son fils, et il découvre son fils, enfin, il découvre la mort de son fils, et il découvre aussi qui est son fils, avec qui il avait des mauvaises relations. Eddie Lewis m'a dit, bon, venez à New York, on va discuter. Je suis allé à New York, j'ai expliqué comment je voulais le faire. Il m'a dit, très bien, nous allons signer pour faire le film. J'ai dit, non, on ne va pas signer, je vais vous faire un outline, 50, 60 pages, et si vous l'aimez, on signe, et sinon, on reste amis. Et c'est ce que j'ai fait un premier travail d'une 60aine de pages, et je lui ai envoyé. Il s'est dit, très bien, on va faire le film. Et on a cherché un autre auteur américain parce que mon anglais n'était pas suffisamment bon pour les dialogues, etc. Et aussi, il fallait un co-auteur pour la construction. Oui, là, je fais une parenthèse. Je pense que, en ce qui me concerne, écrire un scénario tout seul, c'est s'enfermer complètement et devenir un peu obsessif par rapport à ce qu'on doit faire, etc. Donc, je pense qu'il faut travailler avec quelqu'un. Mais c'est très personnel, n'est-ce pas? Pour avoir le temps et le recul nécessaire pour pouvoir mieux juger les scènes, mieux comprendre, penser aux personnages, sans être pris par tous les petits détails, d'abord de la rédaction presque, je dirais, puis les dialogues, la qualité de dialogue, etc. Donc c'est pour ça que pour l'Amérique aussi, je voulais un auteur, on a travaillé avec un scénariste qui avait fait beaucoup de scénarios et juste un film. Parce que ça, c'est un peu l'Amérique. Ils font beaucoup de scénarios et pas toujours, les films ne se font pas toujours.
Et on a travaillé avec Dan Stewart et on a fait le scénario et puis ça a été fait après. Après a commencé, une fois le scénario fini, a commencé l'aventure du film lui-même qui est très, très américaine. L'aventure de la préparation, du casting, etc., etc. Et voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, je pense bien. Alors, vous n'écrivez pas seul, il vous faut toujours ce dialogue. Comment est-ce que vous approchez la structure d'un film? En fait, le premier travail, je l'ai fait seul. Par exemple, The Axe, vous avez le livre ici. J'aimais le livre pour des raisons très particulières, parce que je pensais que ça correspondait à ce qui se passe en Europe, à la classe moyenne en Europe depuis quelques années. Je dis ça pour ceux qui ont vu le film, si vous avez vu le film. La première chose que je fais, c'est de décortiquer, de dire, voilà, quelle peut être la ligne d'un film. C'est-à-dire, on commence par ceci, après, il y a la scène suivante, c'est peut-être celle-ci, ou alors il faut en inventer une, parce que celle qui est dans le livre ne correspond pas. Et je fais ce qu'on appelle une sorte de squelette, comme ça, mais très télégraphique complètement, c'est comme un SMS. Et j'essaye de voir si ça correspond. Et après, alors je pense à l'écrivain. Et on commence à discuter sur cette base, qui change beaucoup naturellement par la suite, ou change peu, mais en tout cas, elle s'étoffe peu à peu sur la psychologie des personnages, sur les actions. Mais en général, ça change quand même. Ce qui est prévu au début. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai des... Quand on avançait dans le travail, on a des petits cartons comme ça avec les scènes. Chaque scène, on les met comme ça à côté. On s'est dit, voilà, cette scène peut être là ou peut être déplacée, etc. C'est un travail un peu élémentaire, je pense, que tout le monde fait. Mais c'est très bien parce qu'on voit. On voit les scènes, qu'on connaît bien sûr, les scènes, parce qu'on a beaucoup étudié le livre, enfin, ce qu'on veut faire. Et on sait ce qu'il y a dans chaque scène. On s'est dit, et comme visuellement, ça devient très clair sur de petits cartons, on peut continuer le travail, déplacer les scènes, dire voilà, ça peut fonctionner là, ça peut marcher. Parce que, pour moi, dire un film, c'est raconter une histoire. C'est comme on raconte une histoire, comme maintenant je vous raconte des histoires ici, n'est-ce pas? Mais pour un film, il est nécessaire d'avoir un certain rythme. Les gens ne vont pas au cinéma pour écouter un discours politique, comme ils iraient à une réunion politique, ou comme ils vont à l'université, n'est-ce pas, ou comme ils vont à l'école, je ne sais pas. Ils vont pour s'intéresser, ils vont pousser, comme disent les Américains, c'est un entertainment. Mais je pense parallèlement qu'un entertainment, un amusement ou un divertissement doit raconter quelque chose de la vie, de notre vie, peut avoir un contenu fort. Et j'ai comme exemple, et je le répète tout le temps, j'ai comme exemple d'abord à commencer par le théâtre ancien grec, c'est toujours un divertissement. Vous vous rendez compte que 2500 ans, ces gens-là ont écrit des tragédies qu'on voit toujours aujourd'hui dans tous les pays du monde, et tout le monde comprend ça. C'est quand même assez extraordinaire quand on pense. Bon, plus tard, le théâtre shakespearien, le théâtre de Molière ou les films américains, ils sont basés sur cette structure-là, sur la structure du théâtre ancien grec. Premier acte, deuxième acte, troisième acte, etc. Donc, le spectateur va au cinéma pour avoir des sentiments, pour s'amuser, pour rire, pour pleurer, je ne sais pas, pour détester aussi, ou pour aimer profondément, pour être... Enfin, tous ces bons sentiments humains, je crois, avec lesquels on fait après quelque chose, on ne fait rien du tout. Voilà. Donc, je pense que le film, que ce soit un documentaire, que ce soit des films de fiction, ils sont des divertissements, mais je pense personnellement qu'ils ne peuvent pas être, en tout cas les miens, ne peuvent pas être des divertissements vides. C'est pas des, je dis toujours ça, c'est pas des matchs de football où on passe des heures, 3 heures comme ça, on dit ah, et puis après c'est passé au suivant. Voilà. Il faut qu'il, je sais pas ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait des sentiments. Voilà. Donc, pour revenir à la construction des films, je pense à cela. Donc, je pense qu'est-ce qui peut intéresser au spectateur, qu'est-ce qui peut retenir au spectateur, sans les manipuler. C'est très facile de les manipuler, vous savez, avec des trucs, avec des chasses, des courses des voitures. J'en ai fait à mon premier film, Compartiment tueur. Et quand je les vois maintenant, je me dis que ce n'était pas tellement nécessaire. On pourrait conclure avant, au lieu d'avance. Bon.
Donc être aussi cohérent, honnête, je dirais presque, avec le spectateur aussi. Raconter l'histoire, mais il est vrai qu'on manipule un peu, n'est-ce pas? À partir du moment où on met de la musique, là, il faut mettre de la musique, on n'est pas... C'est ça le spectacle. On utilise tous les moyens qu'utilise un spectacle. Et je pense à cela. Alors, vous avez parlé justement de faire quelque chose dans le film qui touche le spectateur, mais vous avez aussi parlé dans l'interview avec Antoine et Karl de cette passion qu'il vous faut vous-même. Alors, votre choix de thème, votre choix de sujet, comment ça se fait? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, mais je ne sais pas comment c'est fait. C'est des idées comme ça qui viennent. Il y a des thèmes que je voulais traiter, par exemple. Bon, il y a un thème qui m'intéresse depuis quelques années beaucoup. Je ne trouve pas l'histoire. C'est le thème de... Évidemment, maintenant, ça a éclaté, c'est un peu bateau à dire. C'est le thème des enrichissements faciles qui arrivent chez certains. Il y a eu des Américains qui ont fait des films comme Wall Street, par exemple, vous vous souvenez. Mais moi, je voulais traiter quelque chose d'une manière un peu plus subtile par rapport à la réalité européenne, des jeunes types que j'ai connus, qui se font en quelques mois des fortunes, des salaires que des gens ne se feraient pas s'ils ne travaillaient pas dans 200 ans. Et leur psychologie, comment ça change, et quels sont aussi, dans notre monde, les moyens qui le permettent. Bon, je ne vais pas trouver l'histoire. On a parlé avec mon ami Jean-Claude Grimbert, on a tourné autour, on a même trouvé un livre, mais bon, c'est un thème abandonné. Voilà. Par contre, le film que je viens de finir, c'est aussi le sujet, vous savez, il y a un autre sujet qui est à la mode en ce moment, c'est l'immigration. Mais je voulais l'aborder d'une autre manière, et je cherchais des histoires et je n'en ai pas trouvé. Et puis avec Jean-Claude Grimbert, avec qui je fais déjà deux scénarios, un jour je lui ai dit, mais si on commençait à zéro? On a commencé à zéro et on a travaillé beaucoup, presque pendant 1 an. Et on a fini par faire le scénario en faisant des panneaux avec des grands, beaucoup de petits cartons, et puis en enlevant le carton, et puis finalement, voilà, on a fait le film et il va sortir au début de l'année. Il y a des sujets, voilà. Ou alors on tombe sur un livre comme celui-là, tout à fait presque par hasard. Et le sujet m'a intéressé parce que, comme je disais tout à l'heure, ça parle de la classe moyenne actuelle, c'est-à-dire des gens à qui je crois appartenir, qui si on n'a pas un salaire, on a construit une vie autour d'un salaire, et puis à partir du moment où on n'a plus ce salaire, on ne peut plus payer les mensualités de la maison, la voiture on ne peut plus l'avoir, les enfants ne peuvent pas avoir ce qu'ils ont d'habitude, c'est-à-dire tout commence à se défaire. Voilà. Et comment on réagit à cela? Bon, évidemment, dans le film, il y a ça, il y a aussi le côté Westlake, le côté américain. L'homme cherche, parce que c'est un côté polar en même temps. Il pense qu'il y a un travail qu'il peut avoir, mais il y a d'autres candidats. Il sait qu'il y a 7-8 candidats possibles, et bien il les élimine physiquement. Bon, ça, c'est pas la vie, évidemment. Ça, c'est le côté spectaculaire, le côté un peu absurde. La vraie histoire, c'est ce qui lui arrive dans la vie. C'est-à-dire l'éclatement de la famille et ces dangers-là. Mais si vous voulez, indirectement, le fait qu'il tue d'autres personnes qui sont des adversaires, c'est-à-dire devient une sorte de prédateur, d'une certaine manière, et comme métaphore, ça existe dans notre société. Je veux dire, on fait tout pour prendre la place de quelqu'un, vraiment. Enfin, peut-être pas nous, hein, parce que dans notre profession, c'est pas tout à fait comme ça, mais je veux dire que, c'est comme métaphore, ça peut fonctionner. Alors, la métaphore est poussée à l'extrême, comme toujours certaines métaphores, pour que ça soit très lisible. En plus, je fais du spectacle. Parlons un peu de la relation avec les comédiens. Vous avez fait du théâtre aussi. Comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs, les comédiens? D'abord, je pense, d'une manière générale, que les comédiens... Vous savez, il y a un mot, dit-on, de Hitchcock, on m'a dit que ce n'était pas de Hitchcock, c'est quelqu'un d'autre, c'est du bétail, cattle. Mais je pense que les comédiens, c'est des vrais collaborateurs, finalement. C'est des vrais collaborateurs, parce que c'était eux,
le véhicule qui amènera au spectateur l'histoire. S'ils sont mauvais, eh ben, ça sera une mauvaise prestation et le spectateur ne comprendra l'histoire qu'on veut raconter, etc. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de connaître les comédiens parce que je faisais le casting de metteur en scène. Donc je connaissais tous les comédiens. Pour faire le casting, on allait voir tous les films, on allait voir tous les théâtres à Paris à cette époque. On voyait que des assistants, même dans les pièces qui ne marchaient pas du tout, il y avait toujours des assistants qui regardaient. Et j'ai vu comment ils travaillaient. En plus, j'ai travaillé un peu au théâtre et j'ai connu de près cette sensibilité, cette construction quotidienne. Parce qu'un comédien construit son rôle. Il n'est pas là pour juste dire les paroles. Et j'ai appris aussi, surtout, et je pense que c'est ça, à estimer leur travail. Voilà. Et à partir de ça, je pense que on leur fait lire le scénario, on discute, on attend de voir comment ils perçoivent le personnage, on leur dit comment on perçoit le personnage, et si les deux coïncident, même s'il y a des petites différences, on peut les abolir, on peut toujours trouver des solutions, mais c'est toujours le point de vue du metteur en scène qui prime. Je pense, d'une manière générale, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines qui sont utilisées pour faire un film, le metteur en scène doit avoir le dernier mot. Sinon, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de plusieurs personnes. En plus, sur le plan psychologique, si on cède un tout petit peu à quelqu'un, on peut écouter les opinions, c'est ce que je fais, mais à un moment donné, dire c'est bon, c'est pas bon, on n'en parle plus. Si on écoute et on se laisse embarquer, si j'ai pu dire, à des opinions, parce que tout le monde a une opinion. Le producteur a son opinion, les acteurs, on voit des choses différemment, l'assistant, le chef opérateur, on s'y perd complètement et ça n'est plus les films qu'on veut faire. Donc, à partir du moment où on est d'accord sur les grandes lignes avec l'acteur, on fait le film et après on corrige au fur et à mesure, on discute pas dans le scénario, pas dans le tournage, les acteurs proposent des choses et puis voilà. Mais si on sent qu'il n'y a pas d'attente, il faut s'arrêter parce qu'on trouve des drames. Après, il y a des drames qui se produisent pendant le tournage du film. Je vous en prie. I want to go back to the missing. Was the political situation or the relationship between the father and the daughter-in-law more interesting for you? Which of the both? It's missing. Yes. Yes. La situation entre le père et le fils était très conflictuelle à la réalité. Le fils était un jeune Américain qui avait voyagé en Europe un peu partout et à un moment donné, il voulait prendre une année sabbatique pour écrire, faire du cinéma. Enfin, c'était un peu très américain de cette période-là. Le père, c'était quelqu'un qui travaillait dans la finance. Et il était républicain, il avait voté Nixon, il avait voté toujours républicain, et il était très mécontent de son fils parce qu'il voulait que son fils suive la même voie que lui. Bon, le fils avait acheté une voiture et avec sa femme, Charles et sa femme, ils ont commencé à parcourir l'Amérique latine en voiture. Et dans les lettres qu'il envoyait à son père, et ce qui est la première partie du livre, c'est toute sa vision, sa découverte de la misère, des horreurs de l'Amérique centrale. Et Dieu sait s'il y en a, s'il y en avait, s'il y en a toujours, que ça se passe au Salvador, que ça se passe en Guatemala. Enfin, il avait traversé tout cela. Et il arrive au Chili, et curieusement, il arrive au Chili le jour où Allende, qui venait d'être au pouvoir, décide que chaque enfant pauvre doit avoir 1 litre de lait par jour. Et comme jeune Américain très romantique, il dit, ben voilà, c'est le régime, voilà ce qu'il faut faire dans le monde. Il a décidé de rester au Chili. Voilà. Et malgré les lettres et les téléphones de son père qui lui disaient ne reste pas dans un pays communiste, etc., il est resté quand même. Voilà. Finalement, le père, d'une certaine manière, avait raison puisque ce fils a laissé sa vie là-bas. C'est ça. Moi, la première partie, cette découverte de l'Amérique latine, comme je vous disais tout à l'heure, ne m'a pas intéressé, c'était la deuxième partie. Et c'est vrai que le père, en discutant, en ayant avec sa belle-fille, des rapports très conflictuels, parce qu'elle aussi, d'abord, elle a un langage épouvantable pour un Américain conservateur, où il parle des
des soirées sur la plage où il faisait l'amour avec son mari, etc. Il ne veut pas entendre de ces choses-là. Et lui dit que ces pays-là, ils faisaient des choses bien, les Chiliens, les Allendes faisaient des choses bien, tandis que les représentants américains, l'ambassadeur, les autres, c'était des vrais voyous, et lui dit des choses comme ça qu'il ne peut pas accepter. Mais peu à peu, il prend conscience de ça et trouve que son fils, finalement, n'était pas aussi nul que ça. C'était quelqu'un qui avait vraiment de beaux sentiments, etc. Et que finalement, il découvre en même temps qu'il découvre son pays, enfin son fils, il découvre aussi les représentants de son pays et par extension, ce que son pays faisait au Chili à cette époque. Mais alors justement, est-ce que c'est vraiment jamais une question du point de départ? Parce que je pense que dans presque tous vos films, il y a cette espèce de mélange entre le privé et le politique. Il y a toujours justement soit la situation est politique pour le drame personnel et psychologique, ou ce sont des gens comme dans Z qui sont vraiment des gens des politiciens, tout ça, qui sont le sujet de l'histoire. Alors, je trouve que c'est très difficile de séparer les deux chez vous, dans votre œuvre. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous séparer dans la vie de la politique. La politique est partout. Alors, si on analyse un tout petit peu toutes les situations, je cite toujours Roland Barthes qui disait que tous les films sont politiques. Où il y a de la politique dans tous les films, où on peut analyser politiquement tous les films. Et ça, je peux vous le prouver. Je pense que donc, on ne s'en sort pas de la politique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que quelqu'un, quelque part, a décidé d'avoir un festival du film, donc de financer un festival du film. Il a nommé des gens qui choisissent des films, qui choisissent de m'inviter, de venir ici pour vous parler. Derrière ça, il y a de la politique, forcément. Je veux dire, et quand on parle de politique, quand je parle de politique, il ne s'agit pas de dire si je vote pour Mme Ségolène Royal ou M. Sarkozy ou M. McLean, je ne sais pas, M. Obama. Non, la politique, c'est notre comportement quotidien. C'est comment vous allez faire vos films, comment vous allez raconter vos films, puisqu'ils vont être vus par des milliers de personnes, parfois par des millions de personnes. Ce que vous dites dans vos films, ces gens-là vont les croire. Si vous faites des documentaires ou même des films de fiction, vont les croire, vont avoir des sentiments. Et c'est profondément politique, c'est très forcément. Donc, alors, il est vrai aussi que j'ai découvert très vite que dans le cinéma, il y avait des sujets qui étaient un peu tabous. On ne touchait pas parce qu'il y avait trop, soi-disant, trop de politique directe. C'est vrai que Z était typique de ça. J'ai parlé une fois avec le président de la République islandaise qui me disait, il a une caractérisation formidable de Z, il a dit, c'est un film agressivement politique. Voilà. Et je lui ai dit, mais pourquoi agressivement? Il m'a dit, parce qu'il parle directement de nous. Et c'est très agressif, vous parlez... Voilà. Je pense donc que... Puis il y a un autre phénomène dans notre société. Il y a l'idée du pouvoir. Nous avons tous du pouvoir. Sur d'autres personnes. Sur nos enfants, ou sur vos amis, ou sur votre petit ami ou votre petite amie, vous avez un pouvoir que vous exercez. Et au-dessus de nous, il y a d'autres personnes qui ont du pouvoir. Donc nous vivons dans notre société, il y a forcément une sorte de pyramide de pouvoir. Alors, comment chacun d'entre nous utilise ses pouvoirs ou d'autres utilisent leur pouvoir sur nous, c'est ça la politique. J'avais un professeur à la Sorbonne qui disait, quand vous traversez la rue, vous traversez hors le passage réservé aux piétons, et ben c'est de la politique. Et il avait, d'une certaine manière, raison. Alors, on a dénigré trop la politique. On dit aujourd'hui, par exemple, c'est idéologique. Alors, on est contre des idéologies. Est-ce qu'on peut vivre idéologie? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée d'une idéologie, c'est-à-dire qu'il faut des idées pour vivre, pour faire une société. On ne peut pas vivre... On parle des idéologies, les idéologies sont mortes, disent souvent. Alors, nous vivons dans une société où l'idéologie est morte, les idées sont mortes. Donc ça, c'est aussi une idéologie d'une certaine manière. On ne s'en sort pas. Voilà. Je ne veux pas faire un cours là-dessus, mais enfin, c'est des choses auxquelles j'ai souvent réfléchi parce que les questions reviennent tout le temps à propos de la politique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu Z, et puis il y a eu L'Aveu après, parce que pourquoi L'Aveu, qui est un film sur les pays communistes? Parce que ma génération a tellement vécu le drame
nazis et la Seconde Guerre mondiale, et on a appris que la guerre a été gagnée parce que tout le monde s'est mis ensemble, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, un peu les Français et les Russes, enfin les Soviétiques. Et les Soviétiques, c'était les grands héros, pour ceux qui ont suivi, comme moi, enfant, les événements de la guerre, parce qu'en Stalingrad, par exemple, pendant des mois, 2 mois, je crois, les Russes et les Soviétiques avaient arrêté les nazis. Et tout le jour, on disait, est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont perdre? Et ils ont gagné. Et il y a eu 300 000 soldats allemands qui ont été, une partie éliminée physiquement, l'autre. Et c'est vrai que c'est le début de la fin. Donc on était très attirés parce que ce qui s'est passé, c'est les Soviétiques. En plus, ce qu'ils disaient, les communistes, ils parlaient de justice sociale. Quand vous lisez, ça m'est arrivé beaucoup plus tard, par la curiosité, la constitution de l'Union soviétique, il n'y a pas des plus belles constitutions, il n'y a pas des plus démocratiques, il n'y a pas des plus égalistes surtout. Bon. Donc tout ça, et de l'autre côté, les pays où nous vivions, il y avait des dictatures, il y avait la guerre coloniale, les Français faisaient la guerre coloniale, en Amérique latine, les Américains faisaient tout ce... Enfin, ils installaient des dictatures, etc. Donc, ma génération était tentée de dire, voilà, dis donc, il y a peut-être une solution par là. Et qu'est-ce qu'on aperçoit plus tard? On voit que tout ça, c'était de la foutaise, passez-moi les mots, et qu'ils disaient une chose qui faisait le contraire, qui réprimait le peuple, etc., qui avait des camps chez eux aussi, etc. Donc, quand on parlait en privé avec Montand, qui était pas communiste, mais très proche du parti, Semprún, lui, avait été dirigeant du Parti communiste espagnol. Quand on parlait en privé comme ça, on disait vraiment, on découvrait au fur et à mesure toutes les horreurs qui existaient sur l'Union soviétique. Et voilà, c'est ça qui m'a conduit. Quand j'ai lu le livre d'Arthur London, L'aveu, j'ai dit, voilà, on peut faire un film là-dessus, parce que c'est une façon de parler, ou plutôt d'exorciser, si j'ai pu dire, de se auto-pardonner d'avoir eu des pensées positives, voilà, et de dire aux plus jeunes, enfin mes enfants, aux autres, non, attention, ça n'est pas ça. Et comme ça, on a fait l'aveu, à une époque qui était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, voilà. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce film, mais à l'époque où le film est sorti, les partis communistes français, américains, pas américains, italiens, enfin les partis communistes étaient très très forts. Et ils ont, en général, attaqué très violemment les films, en disant tout ça n'est pas vrai, etc. Mais, si vous voulez, ça a été fait par moi, par Semprún et par Montand, et Simon de Signoret aussi, comme une sorte de... Et quelque chose qu'il fallait dire. C'était le moment de le dire. Malgré tout le monde autour de nous qui disait non, non, il ne faut pas toucher, parce qu'il y a des choses qui... du côté de l'Union soviétique qui sont très négatives, mais regardez de l'autre côté, il faut préserver cette idée-là communiste qui est très positive. Voilà, tous ces discours-là. On l'a fait, puis on a perdu beaucoup d'amis, parce qu'il y a des gens, il y a des acteurs qui ont dit non, non, vous faites de mauvaises actions, je ne vais pas participer à ton film. Et puis il y a des amis qui, après la sortie du film, pendant un moment, ils changeaient de trottoir, ils ne voulaient plus me parler, etc. Voilà. Ce qui était un acte politique. Hein. Ce qui était un acte politique, oui. Vous avez parlé du pouvoir. Alors évidemment, vous avez aussi dit qu'un metteur en scène doit être celui qui dit ce qu'il faut faire dans un film. Alors c'est aussi une certaine position de pouvoir. Vous exercez le pouvoir sur l'équipe et sur les comédiens. Alors comment est-ce qu'on apprend ça? Parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on vous enseigne à l'école du cinéma tellement. Il faut dire, même si on ne sait pas ce qu'on va faire, il faut donner l'impression qu'on sait ce qu'on va faire. Comment on apprend ça? Bah, d'abord, je crois que c'est un principe. Et ensuite, par la conviction qu'on a pour ce qu'on fait. Voilà. Alors il faut avoir la conviction même. Il faut la conviction. Il faut la conviction, il faut la passion. Si on n'a pas la conviction, évidemment, il y a le producteur qui dit, bon, bah, on fait ceci, pourquoi vous, à ce moment-là, pourquoi vous ne faites pas une course des gens comme ça, un peu d'action comme ça, ils se bagarrent, ou gratuitement, ou comme vous avez dû voir souvent dans les films américains, ils sont coursés, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme, un monsieur qui court, parce qu'on le court après, il y a toujours la femme qui tombe par terre, et qui se dit, voilà, à cause d'elle, ils vont être pris
Donc on crée un faux sentiment, un horrible sentiment, qui finalement est politique, parce que ça doit être féministe, là, vous voyez. On utilise beaucoup dans les films américains, puis dans les films ailleurs aussi. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, si vous êtes convaincu qu'il faut le faire, vous le faites. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas laisser faire. Vous ne pouvez pas vous laisser embarquer dans cette histoire-là. On apprend comme ça, et puis peu à peu, il faut apprendre. Hein. Il faut pas être... Il faut, comme René Clair disait, il faut avoir la santé pour faire pour être metteur en scène, et il faut aussi être un peu méchant. Un peu dur. Vous avez aussi dit dans cette autre interview que c'est un peu comme être un chef d'orchestre. Il faut savoir jouer les instruments, les différents instruments. Non, on ne peut pas savoir jouer tous les instruments. Moi, je sais tenir la caméra, mais je ne sais pas mettre la lumière, vous savez. Mais il faut savoir les résultats que donne chaque instrument. Non, je pensais plutôt aux personnes qu'il faut connaître, les personnes, les caractères des collaborateurs. Oui, vous parlez d'un chef d'orchestre, c'est ça les acteurs. Il y a les violons, vous touchez un tout petit peu, ça fait un très joli son, et puis vous avez la grande caisse, il faut taper dessus. Taper, pas physiquement. Hein. Donc je pense qu'il faut connaître la psychologie des acteurs. Quel est votre, disons, quel est l'aspect préféré ou le moins préféré de faire des films pour vous? Je ne sais pas si c'est vrai faire autre chose maintenant. Mais non, c'est comme je vous disais, c'est passionnant d'abord de dire, voilà, il y a une histoire à raconter, et puis on la construit. C'est une période fascinante, avec beaucoup de déceptions, avec beaucoup de moments où on se dit, bon, il faut s'arrêter, on ne s'en sortira pas, etc. C'est pour ça que ça prend du temps. Là, il faut prendre un peu de recul et revenir. Et puis il y a le tournage. Et puis la préparation, qui est une période très importante pour faire des choix. Parce que finalement, ça s'est réduit à ça, un metteur en scène. Il y a une équipe qui vous propose des choses, vous dites oui, non, oui, non, oui, non. Autre chose, voilà, c'est ça. Et puis, c'est la période du tournage qui est passionnante, parce qu'on voit les choses qui commencent à se former. Qui commencent... Alors, il y avait avant un des petits désavantages, c'est qu'on faisait des choses, et puis on les voyait le lendemain soir. On voyait les roches le lendemain. Et on entendait avec grande préoccupation. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut les voir une demi-heure après. Ce qui est, à mon avis, terrible. Il ne faut surtout pas voir au fur et à mesure ce qu'on fait parce qu'on n'a aucun recul d'abord. Ensuite, les acteurs le voient, ils disent « Ah, mais je peux le faire autrement, je peux faire mieux. » On peut toujours vous convaincre « Non, je peux faire mieux. » Et puis, c'est à l'infini. Alors, ça a changé, il faut s'adapter à ça. C'est une période très intéressante, le tournage. Parce que physiquement aussi, c'est important, parce qu'il y a une sorte comme ça, d'énergie comme ça, qui vient de l'intérieur, parce qu'on fait quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et puis vient la période calme du montage. C'est-à-dire, pour vous dire que un film, vous en avez fait, ou vous êtes en train d'en faire, je pense que c'est continu, je veux dire, toute la période de la création d'une œuvre, que ce soit petite, que ce soit grande, voilà, elle est une période très humainement importante parce qu'il y a tous les sentiments sont un peu à son maximum. Les bons sentiments, aussi les déceptions aussi, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Et puis on arrive, le jour le plus terrible d'un metteur en scène, c'est le jour où il faut montrer son film. Voilà. Et la plus terrible encore, c'est la semaine des recettes. Là, ça. Vous savez qu'en France, quand un film sort, le premier jour, le soir, on se réunit tous chez le distributeur, il y a un petit verre, et on attend 11 heures du soir parce que toutes les salles téléphonent et on sait ce que les salles ont fait. Il y a des spécialistes qui les regardent les chiffres et ils disent bah, nous allons faire 600 000 entrées. Vous allez faire 1,2 million, 1,3 million, mais à 10 000 entrées près, hein, c'est terrifiant. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison à 90%, 98%. Alors dans le cas de Z, qu'est-ce qu'ils auraient dit dans la première semaine? Ils sont trompés. Mais il y en a un qui ne s'était pas trompé. Ah bon? Oui, oui, celui que j'ai cité tout à l'heure, Hercule.
encore une question de ma part, et puis on va voir s'il y a encore des questions générales du groupe, pour après peut-être prendre un café, 10 minutes d'intervalle. Quand et comment imaginez-vous le spectateur dans ce procès de faire un film? Il ne faut surtout pas l'imaginer, parce qu'il n'y a pas le spectateur. On dit, depuis toujours, on dit les femmes. Il n'y a pas les femmes, il y a des femmes. On ne dit pas ça pour les hommes. Les hommes ont fait la différence. Il n'y a pas les spectateurs, il y a des spectateurs. Et là, on ne peut pas les imaginer, parce qu'on commence à s'imaginer, c'est dire les gens qui ont leur baccalauréat peuvent voir le film, ceux qui ont 2 diplômes, etc., ou ceux qui sont des ouvriers. Là, on s'y perd complètement. Il faut faire le film comme on a envie de le faire. Et il comprendra qui comprendra. Mais il faut se dire aussi qu'on peut faire des films, on se dit, on n'aura pas de spectateurs. Comme on fait des livres où il y a 2000 lecteurs, et ils sont nécessaires de le faire, ces livres, en tout cas pour celui qui les fait, et puis aussi parce que c'est qui raconte, il faut le faire. Bon, c'est plus difficile pour le film, pour le financer surtout, mais il faut le faire. Et je pense que l'avant-garde est absolument nécessaire dans le cinéma, parce que c'est l'avant-garde qui empêche que ceux qui font des films un peu plus populaires tombent dans la décrépitude, qui répètent les mêmes choses encore et encore. Donc c'est l'avant-garde qui nous tire de l'avant. Même les avant-gardes qui disparaissent, c'est ceux qui font que le cinéma change sans arrêt, que ça ne devient pas une chose comme on fait des cuisines, comme on fait des frigidaires, comme ça, ou des casseroles, ou des matchs de football. Voilà. Actually, just to come back to what you just said, I would be interested to know how you would compare the avant-garde of our age, our generation here, and at the time when you were starting to making films. No, in my time, the avant-garde was people like Godard. There was other people. There was Cassavetes in the United States. Some people from Brazil, for example, Cinema Nuovo. La nouvelle vague, d'une certaine manière, c'était une certaine avant-garde qui très vite, mais à l'intérieur de la nouvelle vague, il y avait des cinémas très traditionnels. Truffaut a fait des cinémas très traditionnels. Faisait partie des critiques comme Godard, comme Eric Romer et quelques autres, Chabrol, qui avaient violemment attaqué le cinéma, comme disait, du papa, le cinéma traditionnel. Bon, certains d'entre eux ont fait des films, je ne dirais pas traditionnels comme avant, mais d'une manière, des films populaires qui appartenaient et qui ont plu beaucoup à la nouvelle génération et à cette période-là. Par contre, il y avait des gens comme Romer, il y avait des gens Godard. Godard, à mon avis, c'est le plus cohérent, parce que lui, il a attaqué très violemment le cinéma de papa, et il n'a jamais fait du cinéma traditionnel. Il a fait du cinéma godardien tout le temps. Alors, réussi ou pas réussi, ça chacun juge, mais c'est le plus cohérent de tous. Et malgré ce que disent beaucoup des critiques, personnellement, À bout de souffle, c'est le film le plus traditionnel qu'il a fait. Et le film probablement le moins intéressant, finalement, et sur le plan du contenu et sur le plan de la forme. Le moment le plus intéressant de la forme du film, c'est les moments où Gene Seberg avec Belmondo, ils sont dans le lit, dans l'hôtel. Tout d'un coup, il y a un montage absolument incroyable pour l'époque. Il n'y a pas de raccords, ils se trouvent dans des positions, on les retrouve, et puis on suit complètement. Voilà. Ça, c'est à mon avis les moments les plus modernes du film, qui a beaucoup secoué beaucoup de metteurs en scène à l'époque. Ça, c'était l'avant-garde. Et c'est vrai que le montage, on le fait différemment aujourd'hui. On ne tient plus complètement le raccord parfait d'une chose à l'autre. Une autre avant-garde, c'était Fellini. Quand Fellini a fait 8,5, pas les autres films, mais peut-être plus que le 8,5, ça a été les chocs énormes. À l'époque, j'avais travaillé un tout petit peu avec Clouzot, parce qu'il préparait un film, et il voulait que je l'aide à la préparation, etc., pour trouver des décors. Et il était absolument ébloui et en même temps misérable.
Parce qu'ils pensaient, les metteurs en scène de cette époque-là, après 8h30, ils disaient, mais il y a une nouvelle heure qui s'ouvre pour le cinéma, et on n'arrive pas à le suivre. Voilà, ils essayaient même, voilà, c'est ça les avant-gardes. Alors aujourd'hui, les avant-gardes, il y en a, c'est vous. Quand on vous regarde faire des films, on voit que vous le faites d'une manière différente de nous. Le montage que vous faites aujourd'hui, c'est différent. Parfois, c'est un peu trop le montage clip, ce qui fait qu'on oublie la psychologie et tout d'un coup, c'est le mouvement, l'image pour l'image, etc. Mais il y a beaucoup des... il y a un metteur en scène, mais je n'ai pas en tête beaucoup... Quelqu'un comme Desplechin, par exemple, c'est un metteur en scène qui fait des films d'une manière tout à fait différente. Et quand on voit, c'est un jeune metteur en scène, quand on le voit, on se dit, ah, tiens, il y a quelque chose de nouveau là. La façon de tourner, sa façon de couper les films, sa façon de raconter les histoires, etc. Voilà. Et puis il y a des avant-gardes beaucoup plus poussés qui font des films. Je n'ai pas quelqu'un en tête. Peut-être Garel. Peut-être le Scaphandre et le papillon, ce genre de choses. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Oui, le Scaphandre et le papillon aussi, c'est tourné. Mais c'est dans la lignée de Desplechin. C'est cette jeunesse-là. C'est cette nouvelle forme de raconter une histoire. Quoique, Canadien, lui, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'américaine, comme ça. Mais avec une grande qualité technique, avec une grande qualité de photos, etc. Mais il y a aussi une autre avant-garde au-delà du cinéma, c'est comme vous avez dit, d'une part le vidéoclip, d'autre part les jeux vidéo, ce genre de choses qui commencent à remplacer pour quelques jeunes spectateurs le cinéma traditionnel. Ce qui s'est produit, voilà, c'est que nous avons aujourd'hui une facilité de tournage formidable avec le numérique. Vous avez une facilité formidable de cinéma qu'on n'avait pas. Enfin, que ma génération, les générations qui ont suivi n'avaient pas. Jusqu'aux années 80, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, ou presque, peut acheter une petite caméra, un logiciel, et faire ses films lui-même, avec des copains, faire des films. Et je connais des cas à Paris, en France, qui en font. Et c'est vrai, c'est un apprentissage formidable, sur tous les plans. Et c'est vrai que la façon de monter, la façon de raconter les histoires elles-mêmes, le passage d'une scène à l'autre, parfois, moi, je suis ébloui. On n'ose pas ce qu'on appelle couper les scènes. Eux, ils ont compris couper les scènes, passer d'une scène à l'autre, tout à fait différentes l'une de l'autre. Les ellipses sont absolument étonnantes. Et je m'aperçois que le spectateur suit. Bon, le spectateur suit pourquoi? Parce qu'il a la culture maintenant de cela. Il comprend mieux les images. Il est habitué à cette espèce de gymnastique, ou d'écriture, je dirais plutôt que gymnastique extraordinaire. Ils comprennent plus facilement. Et on va jusqu'au moment de se dire, on n'ose pas, ma génération parfois n'ose pas le faire, parce qu'elle dit, bon, ça va marcher. Or, on a tort. Et au niveau du contenu, il y a une comparaison entre les années 60 et aujourd'hui. En devenant politique dans le film, c'est différent aujourd'hui. Je trouve que les films sont plus individualistes. On parle toujours d'individus et moins de société. Aujourd'hui? Oui. Oui, mais vous savez, la nouvelle vague, c'est aussi très individuel. Hein. On parle que des problèmes personnels, des problèmes de son groupe, les problèmes de sa classe, etc. Je n'exclus pas l'individualisme. Je pense que l'individualisme, il est presque nécessaire de raconter. Mais il est vrai que le contenu aujourd'hui suit un tout petit peu notre histoire dans le monde. Il est difficile de prendre des positions. À moins de raconter des histoires précises dans le pays, etc., comme je parlais des immigrés, je parlais des économistes. Les choix aujourd'hui, disons politiques sur le plan un peu plus large, ils sont beaucoup plus difficiles. À l'époque, c'était beaucoup plus net. Jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 90, le monde était divisé à deux blocs et on prenait position presque automatiquement pour un bloc pour l'autre. Pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan de la vie quotidienne, sur le plan de la voiture qu'on a. Quand on est un peu à gauche, on ne prend pas une grosse Mercedes. C'est ridicule. Pourquoi dépenser cet argent à une voiture? Moi, je dépense toujours d'ailleurs, mais enfin bon.
Je pense qu'une voiture, c'est pas c'est un moyen pour aller d'un endroit à l'autre. C'est pas une prothèse psychologique, si je puis dire. Vous comprenez? Voilà. Mais c'était un esprit général. Voilà. Les livres qu'on lisait, les journaux qu'on lisait à l'époque, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas où aller. Ça commence à se définir maintenant avec toutes les crises économiques, plus la crise, à mon avis, écologique, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui arrive, à mon avis, au galop. C'est ces crises-là qu'il faut approcher aujourd'hui que l'art devrait essayer d'approcher. Enfin bon, mais ça, c'est encore une fois personnel. Il faut chacun fait les choses qui ressemblent. Bon, est-ce qu'on... Oui. Encore une question, je ne sais pas si elle est trop spécifique, mais ça m'intéressait. Vous avez travaillé avec beaucoup d'acteurs très différents, avec Dustin Hoffman, avec Jack Lemmon, avec Yves Montand. Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez découvert, rencontré des méthodes différentes de travailler de ces acteurs, et comment est-ce que vous avez débrouillé comme réalisateur? Est-ce que vous avez adapté plutôt, ou comment est-ce que vous avez fait? Par exemple, il y a Dustin Hoffman qui aime qu'on explique beaucoup, et d'autres qui... Dustin, c'est un bon exemple, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, il arrive tous les matins avec une liste de questions. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait cela, il faut lui répondre. Si on ne lui répond pas, on a le drame. Un détail, presque des directions d'acteurs, quand on choisissait son costume, Dustin voulait aller chez Armani parce qu'il m'a dit, j'ai les épaules qui tombent, il faut que je me fasse un costume, seul Armani me fait des bonnes épaules. Je dis, tu es un journaliste qui touche 3 000 € par mois, tu es dans la misère, tu ne peux pas te payer un Armani. Je dis, tu irais t'habiller à tel endroit. Et il dit, ah oui, très bien. Il a accepté tout de suite. Voilà, c'est un tout petit exemple. Mais je pense que, au départ, ce qui est important avec les acteurs, c'est que sentir que les acteurs sont là pour servir l'histoire. Si les acteurs sont là pour que l'histoire serve leur personnage d'acteurs, de stars, là, il faut les fuir. Parce que là, à chaque moment, les costumes, les chaussures, je sais pas, tout sera un problème. Parce qu'ils ont une vision. Voilà. On n'a pas eu avec Travolta, par exemple, dans le même film. On a une petite histoire avec Travolta qui est plutôt cocasse. C'est que je dis, bon, un jour, on va voir, tu es ouvrier, on va voir downtown Los Angeles où tu vivais, qu'on va les magasins où tu sais, etc. On a fait le tour et on passait devant un coiffeur. Je lui dis, voilà, les coiffeurs que tu aurais dans ta vie, c'est celui-là. Ce ne serait pas un coiffeur à $200 à Beverly Hills. Ah ben, il m'a dit, allons-y. Et on est entré chez les coiffeurs. Et il s'est assis. Quand ils l'ont vu, le coiffeur, enfin, les gens ont failli. Ils ont dit, c'est Travolta. Il dit, coupez-moi les cheveux. Et le coiffeur ne voulait pas toucher. Il dit, non, allez-y, coupez comme à tout le monde. Et il lui a coupé les cheveux comme ça, voilà. Et après, son vrai coiffeur, il a coupé les cheveux pendant tout le film, comme le coiffeur. Non, mais c'est ça. Donc, il avait accepté de faire ce personnage. Voilà. Je pense qu'on ressent ces choses-là avant. Il faut discuter beaucoup avec les acteurs. J'ai travaillé avec des acteurs allemands dernièrement, et dans Amen, avec Tout court, par exemple, et avec Muet, qui était un acteur formidable. Et c'était un plaisir formidable, parce qu'il y a une formidable discipline. Ils disent comment est le personnage, et on explique le personnage, et tout le temps, ils suivent les personnages complètement. Et quand ils ont des doutes, ils posent des questions. Voilà. Jack Lemmon, puisque vous l'avez cité, quand il a eu le scénario, il a même fait une chose qui n'était jamais arrivée avant, c'est que je lui ai donné un scénario, je crois, un mardi. Il m'appelait jeudi matin, il disait, venez ce soir, on va prendre un verre chez moi, c'était à Los Angeles, on va discuter du... Je suis allé chez lui, on a pris un verre, il buvait beaucoup, Jacques. Et je commençais à l'expliquer. Il m'a dit, non, je voulais vous dire que j'ai fait le film, et que vous dites, je fais. Et ça passait comme ça tout le temps, le film, depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, c'est toujours avant. Toujours avant. Et dans le cas de Lemmon, justement, est-ce que vous saviez au moment du casting qu'il pourrait faire tout ce qu'il fallait? Jack Lemmon, oui. Absolument. D'ailleurs, on a eu une sorte
presque de bataille avec l'Universal qui, quand je dis Jacques Lemon pour ça, ils disent on fait une comédie où on ne comprenait pas. J'ai dit non, vous voyez un film que Save the Tiger, vous allez voir, c'est le personnage. Il n'avait pas vu. Il ne voit pas beaucoup de films, les exécutifs. Là. Il voit qu'il y a des gros succès. Et ils ont proposé plein d'autres acteurs, notamment Gene Hackman, Eddie Asner, qui était une grosse vedette de la télévision à l'époque, etc. Je dis non. Pourquoi pas Gene Hackman? Parce que Gene Hackman, quand il se trouve devant l'ambassadeur américain, pour ceux qui ont vu le film, et que l'ambassadeur, il sent que l'autre le manipule, enfin, ne le respecte pas, il lui raconte des histoires, il allait lui casser la gueule. Tandis que Jack Lemmon ne fera jamais ça. Il sera l'homme américain qui croit, même s'il ne croit pas, il part. Voilà. Mais finalement, grâce à Eddie Louis, le producteur du film, quand il a vu que j'insistais beaucoup, il a dit non, on va laissons-le faire ce qu'il veut, et voilà. Autre question pour le moment, ouais. Yes. When do you make a casting? When you have big names like Travolta or Gene Hackman or something like that, do you make a casting or when do you do it? If I what? Sorry. Do you make castings even for the big names or auditions? You mean that they have to come read? Audition. Yeah. No, I don't make audition. I never make audition. I know in the United States they make all auditions. The actors arrive at the director and they give to them a scene and they say played. I think it's terrible. Terrible. Parce que on ne peut pas organiser un personnage comme ça en un quart d'heure sur une scène. Je discute avec les acteurs. Je passe beaucoup de temps à discuter pour savoir comment ils pensent, s'ils ont vu de films, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Je leur explique les personnages un peu. Et par rapport à leurs réponses, je décide. Et ça prend beaucoup de temps. Mais je pense aussi, sur le plan humain, c'est plus respectueux que de le planter devant une caméra et leur dire, voilà, vous jouez maintenant. Je trouve que c'est humiliant. D'ailleurs, tous les acteurs le disent. Hein. Mais ils le font tous parce que c'est la seule façon en Amérique, pas en France. Les auditions, on le fait parfois en France quand ils sont très jeunes. On se dit, voilà, le personnage est très difficile. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une scène? On explique la scène très longuement. On leur donne un jour avant le texte pour qu'ils apprennent complètement, pour qu'il assimile complètement. Et après, ils viennent, mais pas immédiatement. Now, we're nearing the end of this workshop, and there's one aspect, one theme that I think we should discuss before we all break up, and it's to do with something that Mr. Costa-Gavras said in the interview he did with Antoine Monod and Karl Spörri. There are two things. One relates directly to this last question. How do you find topics that are worth making a film about? Now, I'm going to be very nasty and provocative and say that one of the problems that we have in Switzerland and probably in Germany and Austria as well is that we are too well off. We are still in that middle class, most of us. There are no struggles, really, that we have to deal with and that we want to talk about. That there is no sense of drama, that in Switzerland people on the political level are used to finding compromise and consensus rather than actually carry out conflict and finding the drama of the situation. Now, I'd like to think about this and come back with possibly nasty reactions, but there is also one other aspect. Could you talk about la raison d'être un cinéaste, la raison de faire des films? Non, mais s'il n'y a pas de drame, peut-être il faut faire des films sur le drame qu'il n'y a pas de drame. C'est aussi un sujet. Non, je sais, il est vrai aussi que les sujets surgissent quand il y a des drames. Mais ne me dites pas, parce que c'est vrai que vous vivez en Suisse, vous avez une vie comparativement aux autres pays, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas eu d'occupation, économiquement ça a l'air d'aller bien. C'est vrai que parfois vous avez des référendums sur les immigrés qui vous agacent beaucoup parce qu'il y a trop de Noirs et trop d'Arabes, etc. Bon, ça c'est un sujet, enfin bon, ce n'est pas le sujet des sujets. Mais il y a sûrement des drames. Puis il y a des drames dans le monde entier, ailleurs. Et vous avez sûrement les moyens. Ce qui étonne toujours, c'est que la Suisse, à un moment donné, a eu un cinéma
qui nous a tous surpris et formidablement, agréablement surpris. Ah, les Suisses font des films, c'est très bien. Et puis depuis quelques années, plus rien. Ou pratiquement plus rien, autant que je sache en tout cas, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des drames. Quand il y a des hommes, il y a des drames, forcément. Et je dirais presque heureusement, parce que les hommes sans drame, ça n'existe pas. Il suffit de les trouver. Alors, ils sont ici, ils sont ailleurs, ils sont en vous, ils sont... mais précisément parce qu'il y a un bien-être, il faut conduire à voir les drames et les drames des autres. Et les voir avec un regard critique, avec un regard de bien-être, quoi. Donc, il y a autre chose aussi. D'abord, il y a les documentaires. Il y a beaucoup de documentaires à faire. Et je crois que le documentaire, aujourd'hui, peut jouer un rôle très important dans le monde parce que, vu ce que passe les télévisions, vu ce qu'on lit dans les journaux, ça n'est pas assez. Ça n'est pas assez, ou c'est contrôlé, ou c'est... On ne veut pas agacer les gens. Et quand on fait des documentaires, qui passent de plus en plus d'ailleurs, des chaînes spécialisées, etc., je pense que les documentaires apportent une vérité au public et ils sont indispensables. On apprend des choses formidables qu'on n'apprend pas aux télévisions. Pour des raisons qu'on pourrait expliquer, les télévisions ont des problèmes de rentabilité que les documentaristes n'ont pas. Mais il se pose aussi un autre problème. Pourquoi on veut faire du cinéma? Voilà. Il y a plusieurs raisons. Être célèbre, avoir sa photo et puis ce machin dans le journal, oui, c'est s'enrichir. Tout ça, c'est... Je ne dis pas seulement avec de l'ironie, je pense que c'est des choses légitimes. Chacun choisit, ses choix, ils sont respectables, enfin, jusqu'à un certain point. Mais il faut se demander pourquoi on veut faire du cinéma et qu'est-ce qu'on veut raconter au cinéma. Voilà. Et à partir du moment où on a déterminé ces choses-là, après les choses deviennent plus faciles pour trouver les sujets, pour aller dans une direction ou dans une autre. Si on veut devenir riche, alors il faut faire des bonnes comédies comme ça, comme les ch'tis. Vous savez, en français, vous avez bien dans les ch'tis. Ou alors des comédies, vous êtes sûr. Ou alors, si on veut être célèbre aussi, on peut aussi. Enfin, je n'ai pas le secret, mais il y en a sûrement des façons. Je pense que le cinéma, c'est un moyen formidable. D'abord, c'est... Les hommes, depuis toujours, ont raconté des histoires à d'autres hommes. Si on veut être ça, eh ben, on les trouve, les histoires. Ou on les fabrique, on les fait soi-même, on les invente, ou alors on va les chercher dans le monde, et il y en a des histoires. Vous savez, les hommes ont voulu faire du cinéma depuis les lascaux, hein, les caves, les cavernes. Ils ont raconté des animaux, ils racontaient des histoires en peintant des animaux, ils racontaient leurs propres histoires. Et ces histoires ont toujours joué un rôle important dans notre société. On peut même dire que, après, ils ont fait des statues, ils ont fait des bas-reliefs, etc. On peut dire même que certaines religions existent parce qu'il y a eu de la peinture, il y a eu des images. Il y a eu des images, on fait qu'on a vu Jésus, on a vu la Sainte Vierge, on a vu tous ces saints-là. On a vu d'ailleurs que Jésus est blond aux yeux bleus. On se demanderait comment il ferait dans les pays arabes et sémites. Donc, et puis dans d'autres religions ont refusé les images complètement, ce qui fait aussi, ça crée le mystère de Dieu. Donc le manque d'images, c'est comme s'il y avait des images, par la négative. Donc, on a raconté des histoires avec les images, avec les mots, et puis avec les histoires, avec les images. C'est ça, le cinéma. Le cinéma, je pense que depuis sa naissance, je ne veux pas faire là-dessus un cours, mais je pense qu'il a bouleversé le monde, a changé complètement le monde. Et si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des images de partout. On a pu voir comment sont les Japonais, on a pu voir comment sont les Américains ont vu comment on est, les Japonais, et vice-versa, comme ça. À travers les documentaires et la fiction, tout à coup, le monde est devenu une sorte de village grâce aux images. Et je pense que ça devrait continuer, même si on dit que le cinéma est l'art du XXe siècle. Et c'est vrai, c'est l'art du XXe siècle. On va voir ce que ça va devenir avec le XXIe. Mais là, c'est l'art du video game. Mais bon, je pense que les images vont quand même... Et les bons films, les bonnes séries de télévision aussi, ou les bons documentaires vont continuer à être, parce que c'est un besoin que nous avons tous pour écouter les histoires, pour voir comment sont les autres, ce qu'ils font, ce qui leur arrive. Alors,
Je pense que c'est à vous de trouver les sujets. Il y a des sujets en Suisse, j'en suis sûr. Ou chez les voisins. One question to the last thing that you mentioned. To make stories for people to see how other people live, or also to show how they live? To show themselves, you mean? Oui, ça aussi, ça prend beaucoup de choses, de montrer nous-mêmes comment nous sommes, évidemment. Évidemment, c'est pour ça que des livres, et surtout quelques films, il n'y en a pas beaucoup de films, mais il y a beaucoup de livres sur les autobiographies, ils sont très nombreux. Il faut éviter les autogéographies, comme on peut dire. Il faut éviter de... Bon, parce qu'ils n'ont pas de valeur. Les biographies qui racontent comment je suis beau, comment je suis célèbre, intelligent, etc. Mais je pense que oui, les films comme ça, oui, sont peut-être même encore plus nécessaires parce que nous voulons savoir comment est l'autre, le voisin. Et s'il est franc, il le dit d'une manière franche et directe, c'est encore plus fort. C'est qu'a fait un tout petit peu la nouvelle vague jusqu'à un certain point, à mon avis. C'est pour ça qu'il était son grand succès. Le cinéma nuovo, au Brésil, a fait un peu la même chose jusqu'à un certain point. Mais tout ça, c'est quand même les enfants du cinéma, du néoréalisme italien, qui, eux, ils l'ont fait vraiment beaucoup, beaucoup. Fellini a continué après avec certains de ses films. So do you think that political movies can have an impact on political situations? I mean, also in not like in politics only, but on society in general. You mean today? You mean? Yeah, I mean, In general? I mean, if you do, or anyone does a political movie, so we expect people to see it, and we hope. What do you think now, after you did so many movies, can they achieve in society or politics? I think I was saying before, they're all political. Huh? Yeah. It's enough to see them like this. I mean, quand vous voyez les films, certains films d'action, malheureusement, ils viennent d'Amérique, qui est un pays où est venu des films extraordinaires. Maintenant, la production est un tout petit peu... c'est quand de voir les Batman que j'ai vus l'autre jour, comme par curiosité, ou des films comme ça, où il y a que l'action, les explosions, des choses comme ça. Il y a un contenu politique incontestablement. Imaginez, les jeunes qui voient les films américains, ils sont très nombreux. Et dans la plupart d'entre eux, des films d'action, j'entends, expliquent que la solution de nos problèmes, c'est avec nos muscles ou avec un gros calibre. Qu'est-ce qui leur reste? C'est un moyen d'éduquer. Beaucoup des gens peuvent penser qu'on résout notre problème avec nos muscles plutôt qu'avec notre tête, avec la réflexion, etc. Je pense donc qu'ils sont partout. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont directement associés à des situations sociales. Bon, en Amérique, ils en font un peu. Ils en ont fait un peu sur la guerre de l'Irak. Clooney, par exemple, a participé à des films assez étonnants pour l'Amérique. Mais pourquoi Clooney peut le faire? Parce qu'il y a derrière ça, il y a quand même les financiers qui financent ou ne financent pas, pour des raisons de rentabilité ou pour des raisons idéologiques aussi. Mais Clooney, il est tellement une grosse vedette que toutes les compagnies américaines sont prêtes à lui donner tout ce qu'il veut pour être sympathique avec lui, avec l'espoir qu'après, ils feront un film avec lui, etc., etc. Donc ça devient très difficile. Et puis il y a des sujets où on ne sait pas comment les emporter, comme regardez la guerre de l'Afghanistan, par exemple, cette guerre complètement imbécile, qui dure maintenant bientôt 10 ans, et qui va durer, à mon avis, encore un siècle, si on continue comme ça. Et c'est vrai que on ne veut pas financer ces films-là, on ne veut pas faire. C'est très, très difficile. Just quickly come back, I think the Batman film is actually more interesting than just an action film because it actually is a film d'auteur which talks about ideas of fascism and chaos and order and so on. So I sort of disagree there, but we don't have to go into that. No, it is, you're right, but I don't believe you can perceive it easily. Mm-hmm. You have to be intellectual to catch this. Is there any positive effect on the society when you show them a critical movie? Which thing you said?
you made movies Yeah. criticizing the system, and do you think is there any positive effect on the society? Look, I do not know. Well, I know a little bit, but I prefer not to know about. Because when I'm making a movie, quand je fais un film, je ne veux pas penser que, ah oui, ça va faire quelque chose à la société. Je pense qu'il faut se débarrasser de cette idée parce qu'elle est malfaisante. Ça enlève de la franchise du film, de la façon de raconter l'histoire. Mais pour le film que j'ai fait, épouser l'aveu et quelques autres, d'après ce que j'entends ici et là, d'après ce que j'ai lu ou les relations que j'ai, apparemment ça a affecté beaucoup de gens. Mais pour dire la vérité, je préfère ne pas trop savoir. Même si sur le plan de l'égoïsme personnel, c'est très réconfortant, c'est très agréable d'entendre des compliments, d'entendre des gens qui vous disent « moi, ça a changé la vie, Z ou la vie, etc. » Mais je pense que chaque fois qu'on aborde un film, il faut suivre la logique de l'histoire qui me passionne, moi, comme je l'ai répété plusieurs fois ce soir. Et après, il arrive ce qu'il arrive. Bon. Ça y est? Okay, I think we'll leave it at that. Thank you very much, Costa Gavras.